Il s'appelait Sébastien et il avait 13 ans. Élève de 4e de la banlieue de Rouen, Sébastien bégayait un peu. C'était suffisant. Ses parents, alertés à plusieurs reprises par des appels au téléphone, en parlent au professeur principal. Pour tout le monde, l'affaire est close. Aucun nouvel incident et Sébastien ne se plaint plus. Il ne dit rien. Puis un jour de mars, le garçon reçoit un appel sur la ligne fixe du domicile. La communication dure 3 minutes, puis il remonte dans sa chambre et se pend. Normal, sans doute. Darline était en 3e, dans un collège parisien. Elle avait 15 ans. Régulièrement insultée et harcelée via le réseau social Facebook en raison de sa manière de s'habiller et de se maquiller, elle décide de renchérir. Elle se bat violemment avec l'une des filles, meneuse du groupe. Le lendemain, cette dernière débarque dans l'immeuble où vit Darline, accompagnée d'une quinzaine de camarades. Ils tambourinent à sa porte. Ses parents sont là. Croyant à une simple histoire entre adolescentes, le père tente de les calmer et demande à sa fille de s'excuser. Elle s'exécute, retourne alors dans sa chambre, se bande les yeux pour ne pas avoir peur du vide et se défenestre. Un fait divers, me direz-vous. Après ces incidents, une seule question. Pourquoi ? Mesdames et messieurs, la cause que je m'apprête à défendre devant vous aujourd'hui n'est pas seulement celle de Sébastien ou de Darline, mais aussi celle de Jamie, de Noélanie, de Chloé et des 1 200 000 autres élèves persécutés dans les écoles de France. Cette cause ne paraît peut-être pas aussi noble que les grandes causes internationales défendues dans cette salle aujourd'hui, mais elle n'en est pas moins le terrible quotidien de milliers, voire même de millions de jeunes élèves. L'école, lieu d'apprentissage où tout enfant grandit et s'épanouit, où chaque matin, des centaines de parents confient leurs enfants à des adultes censés garantir leur sécurité et leur protection. Pourtant, lorsqu'arrive l'heure de la récréation, alors que certains piétinent d'impatience, les yeux rivés sur l'horloge, d'autres attendent, appréhendant, l'estomac noué, les nouveaux jeux inventés par leurs camarades, jeux dont ils se savent les éternels perdants. Oui, mesdames et messieurs, la cour de récréation est devenue une arène. Quelle que soit la tranche d'âge concernée, que l'enseignement soit privé ou public, sont scolarisés. 1 enfant sur 10. Vous rendez-vous compte ? Ce harcèlement commence dès les premières classes. Ils se voient affublés de surnoms ridicules, sont victimes de moqueries, d'humiliations répétées, quotidiennes. Des rumeurs sont lancées et des manœuvres d'isolement mises en place par certains élèves, aboutissant au rejet du reste de la classe. Puis apparaissent des vols, des raquettes, des menaces, sans oublier, bien entendu, l'usage répété des violences physiques. Ensuite, au collège, ces maltraitances perdurent. Les trousses sont vidées, le matériel détérioré, les élèves enfermés dans des salles de classe, des ascenseurs, des sanitaires. Ils reçoivent des insultes, des menaces de mort et des coups d'élèves, parfois même armés d'équerres ou de ciseaux. Pour perpétrer ces violences, tous les moyens sont bons. On utilise le défi, le jeu, comme ce jeu dit de la mort subite, consistant à s'acharner des semaines durant sur un souffre-douleur choisi au hasard, et celui consistant à choisir une couleur avant d'aller brutaliser le premier élève de la cour qui la porte. Puis un autre, la salade, dont les seules règles sont de se précipiter sur une proie après signal du meneur, de lui couvrir la tête de son pullover pour ensuite le rouer de coups. Évidemment, ce ne sont que des jeux d'enfants, rien de bien méchant. À plusieurs reprises, des cas de blessures graves, d'agressions sexuelles et même de meurtres ont été recensés. Est-ce approprié ?
dans une école? Pourriez-vous, vous, adultes, travailler dans des conditions similaires? Les prétextes à ces persécutions sont multiples. Il peut aussi bien s'agir d'une différence physique ou ethnique que d'une difficulté à se défendre. La profession des parents aussi. Un léger retard de développement, de bons résultats scolaires, un goût vestimentaire, une orientation sexuelle. Saviez-vous que dans les couloirs des écoles, certains subissent les brimades et les insultes parce qu'ils ont un cartable rose, lisent pendant la récréation ou encore parce qu'ils sont allergiques? De plus en plus, ces attaques sortent du cadre scolaire, et ce, grâce à la diffusion d'informations sur des réseaux sociaux, via mail, forum ou blog, mais aussi par téléphone portable. Il n'y a alors plus aucune limite, plus aucune règle ni censure. Des messages contenant des propos injurieux et discriminatoires sont envoyés en pleine nuit sur les portables des victimes. Et ceci détruit la frontière entre la sphère privée et la sphère publique de l'enfant. Et cette forme de harcèlement est de plus en plus répandue. Depuis 2008, les taux seraient passés de 9% à 15% en 2011. Tant de victimes, me direz-vous. Alors pourquoi ne les entend-on pas? La honte, la culpabilité, la peur de représailles et ces sentiments d'habitude font partie des motifs qui alimentent cette loi du silence, qui étouffe, qui emmure. Saviez-vous qu'un enfant sur 4 déclare n'avoir parlé à personne de sa situation? Conséquences, des pertes d'appétit, des troubles du sommeil, des maux de ventre, des vomissements, puis ce sentiment de honte qui entraîne une dévalorisation constante, une phobie sociale et une totale perte de confiance en soi, mais aussi en l'entourage. Des difficultés de concentration sont à l'origine d'un parcours scolaire de plus en plus chaotique et de cette incapacité de l'élève à se projeter dans l'avenir. Des crises de dépression et ce désir de fuite permanent et toujours plus important, amenant à la fugue ou au suicide. Certes, les violences morales ne laissent pas de traces apparentes, mais ces enfants, même une fois sortis du cadre scolaire, restent détruits à vie. Selon plusieurs enquêtes, un élève harcelé, une fois l'âge adulte atteint, aurait 4 fois plus de risques de commettre un acte suicidaire. Je vous le demande, mesdames et messieurs, quels adultes peuvent-ils bien devenir? Les élèves qui parviennent à se plaindre ne sont pas toujours pris au sérieux. Les jeunes exagèrent et mentent. Mais comment voulez-vous vous confier à quelqu'un qui ne connaît rien de ce phénomène, qui ne vous croit pas, à qui vous ne pouvez pas vous fier? Même certains parents ne mesurent pas l'ampleur de ce problème. Les témoins aussi restent muets face à ces violences, de peur de devenir victimes à leur tour. Alors, ils ne font rien. Mais ne rien faire, n'est-ce pas justement faire et cautionner l'injustice en toute impunité, en toute complicité? Comment se fait-il que dans certains pays européens, comme la Finlande, on parle non plus de harcèlement ou de violence, mais de réels massacres? Pourquoi certains élèves sont-ils poussés à la déscolarisation? L'école et l'instruction n'ont-elles pas été déclarées le 6 janvier 1959, obligatoires jusqu'à l'âge de 16 ans? L'école n'est-elle pas avant tout un droit? Que fait-on alors de cet article si bien connu de la Déclaration des droits de l'homme, ce pilier fondamental de l'égalité et de la justice, qui stipule clairement que tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit? La dignité, désignée comme partie intégrante des droits de la personnalité, qui sont des droits inaliénables. Cette dignité, élevée en 1994 par le Conseil constitutionnel au rang de principe à valeur constitutionnelle, pourquoi n'est-elle donc pas respectée? Je citerai le principe 2 de la Déclaration des droits de l'enfant,
du 20 novembre 1959 qui affirme que l'enfant doit se voir attribuer des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens afin de se développer d'une façon saine et normale sur les plans physiques, intellectuels, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Mesdames et messieurs, nous devons réagir. Nous devons agir pour la mise en place de dispositifs avant que ces violences ne deviennent totalement inéluctables. Ce sujet, comme dans les autres pays européens concernés, doit devenir une priorité dans la lutte contre les violences pour l'institution scolaire et dans la formation des personnels. Une campagne de prévention et d'information doit être mise en œuvre à destination des parents, en plus d'un plan de lutte spécifique contre le harcèlement par Internet. La souffrance véritable de ces jeunes doit être prise en compte et il est impératif de restituer une confiance authentique entre l'enfant et l'adulte et de restaurer cette image indispensable de la figure protectrice. Des interventions doivent être entreprises auprès des auteurs et le harcèlement doit obligatoirement entrer dans les violences à combattre de la vie scolaire. Pour finir, de réelles sanctions doivent être mentionnées clairement et concrètement sur le plan de la loi. Mesdames et messieurs, nous devons abolir tous les tabous forgés autour de ce phénomène et lever le rideau sur ces faits dont la gravité ne cesse d'augmenter. Nous devons sauver tous ces enfants de cette tyrannie pour ne plus avoir à entendre cette phrase « Maman, je ne veux plus aller à l'école ». Nous devons passer outre cette peur de la différence afin de révéler le respect, l'égalité, la liberté ainsi que la dignité des enfants, les hommes de demain, qui eux aussi auront à défendre ces valeurs et à poursuivre la lutte pour les droits de l'homme.